Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Sylvain Lavoie, président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques. C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette 4e diffusion dans le cadre du Forum. Aujourd'hui, nous vous présentons une conférence intitulée « Diversité culturelle et appropriation culturelle ». J'invite Mme Josée Poirier-Crête, administratrice du Centre, à présenter Mme Rachida Azdouz qui présentera cette conférence. Bonjour. Merci, Monsieur Lavoie. Madame Rachida Azdouz est psychologue et chercheur affiliée du laboratoire de recherche en relations interculturelles à Montréal. Elle est auteure, clinicienne, analyste dans les médias et formatrice en gestion de conflits de valeurs et de droits. Parmi ses parutions, nous retrouvons « Pas de chicane dans ma cabane », « Le vivre ensemble, ce n'est pas un rince-bouche » et « Penser le passé, penser l'avenir ». Dans ce dernier écrit consacré au débat identitaire, Mme Azdouz se livre à une véritable radioscopie du discours antiraciste pour comprendre les dissensions, voire les fractures entre ses partisans. Avec humour et sensibilité, elle juxtapose les opinions divergentes, relativise les expériences vécues, décortique concepts et met en relief leur pertinence tout autant que leurs effets pervers. Elle remonte aux sources afin d'éclairer, sans les justifier, les excès d'un militantisme radical. Sous sa plume se manifestent les multiples voix qui doivent être écoutées avec respect en non instrumentalisé et non instrumentalisé afin de permettre un dialogue fertile et harmonieux. Madame Rachida Azdouz est récipiendaire du prix Ghislaine Coutu-Vaillancourt en 2014 pour sa contribution au dialogue et au vivre ensemble en langue française. Elle nous présente aujourd'hui diversité culturelle et appropriation culturelle. Alors, elle est en ligne avec nous. Bienvenue au Forum des jeunes ambassadeurs francophones de la francophonie des Amériques, Madame Azdouz. Eh bien, merci beaucoup. C'est à mon tour. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? D'accord. Bien, bonjour tout le monde, bonjour toutes les provinces du Canada, bonjour Montréal, bonjour la Guadeloupe, le Mexique, Haïti. J'ai vu beaucoup, je vais oublier personne. Donc, merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui. Et merci beaucoup au Centre de la francophonie des Amériques de m'avoir invité à parler avec vous d'un sujet qui est sensible, qui n'est pas facile, mais dont il est nécessaire de parler, surtout à des ambassadeurs et des ambassadrices de la francophonie. Qui dit ambassadeur, ambassadrice, dit médiateur, médiatrice, donc des personnes qui sont capables de naviguer entre des points de vue en profitant de tous les éclairages sans dogmatisme et sans excès. La conférence, je l'ai intitulée, je vais demander à quelqu'un à la régie de manipuler ma présentation PowerPoint. Et je lui dirai de changer de page à chaque fois. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut déjà mettre la première diapo en ligne. Merci beaucoup. Merci infiniment. Oui, je dois vous dire que je devais être présente, je devais être sur place, mais malheureusement, je n'ai pas pu pour des raisons de santé, mais je suis toute là avec vous, à distance. Donc, le titre, comme vous avez pu le constater, c'est « L'appropriation culturelle, emprunt, métissage ou spoliation ». Donc, quand on parle d'appropriation culturelle, il y a des courants de pensée qui considèrent que c'est une spoliation. Donc, on vole, on s'approprie sauvagement la culture de l'autre. Pour d'autres, c'est un emprunt, on emprunte, on va chercher chez l'autre, ça fait partie de la rencontre interculturelle. Et pour d'autres, c'est du métissage et c'est une issue,
C'est un résultat naturel. Après un dialogue interculturel, on finit toujours par se laisser inspirer par l'autre et on inspire l'autre. Et c'est ce qu'on appelle le métissage, qui est quelque chose de plutôt positif. Donc, vous voyez, selon l'angle et selon le courant de pensée, l'appropriation culturelle, c'est quelque chose de très positif, de très négatif ou de naturel, c'est-à-dire l'aboutissement naturel d'une série de rencontres entre des personnes porteuses de traditions, de cultures et de valeurs différentes. Et ça s'incarne, bien entendu, dans la vie artistique, puisque depuis qu'on débat sur l'interculturalisme, il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui dit, ben, finalement, si on veut que la rencontre interculturelle se passe bien, il faut le faire sur le terrain artistique parce que la musique et l'art n'ont pas de couleurs, n'ont pas de frontières. Mais on verra avec tout ce débat sur l'appropriation culturelle que ce n'est pas si simple et qu'il y a toute une controverse autour de cette espèce de déclaration que l'art n'a pas de culture, n'a pas de couleur et n'a pas de frontières. Je vais passer à la deuxième diapositive, s'il vous plaît. Donc, pour illustrer mon propos, je propose d'y aller avec les 5 grandes lignes suivantes. D'abord, une définition de l'appropriation culturelle. De quoi parle-t-on? Et on verra qu'il n'y a pas une définition, mais des définitions et des conceptions. Ensuite, les fondements de l'appropriation culturelle, sur quoi ça se fonde? Pourquoi il y a des catégories de militants, d'intellectuels, d'artistes, de citoyens, citoyennes qui considèrent qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'appropriation culturelle? Sur quoi fondent-ils et fondent-elles cette affirmation? Et ensuite, les limites et les angles morts de l'appropriation culturelle. Et ensuite, je sais qu'il y a des personnes ici qui viennent de partout, donc qui n'ont pas suivi nos débats canadiens et québécois. Je vais utiliser 2 exemples de controverses récentes qui ont eu lieu au Canada et plus particulièrement au Québec. Ce sont les cas Slav et Kanata. Et j'essaierai de dégager des horizons. Pour sortir de cette impasse, ce ne sont pas des solutions, mais des horizons de débat, de discussion, de réflexion et de signification. Ceux qui travaillent avec moi savent que généralement, je n'arrive jamais dans un débat comme celui-là en parlant de pour ou contre l'appropriation culturelle. Et je ne défends pas une position pour ou contre. J'essaie d'apporter un éclairage le plus divers possible et il vous appartient de prendre et d'articuler ces éclairages-là et de vous faire votre propre opinion et de vous faire une tête. Et se faire une tête ne veut pas nécessairement dire je suis pour ou je suis contre. C'est juste dire, ben voilà, la compréhension que j'ai de l'appropriation culturelle et comment moi je l'aborderai et ce que je prends et ce que je laisse de toutes les positions. Donc voilà pour le contenu. Maintenant, les grandes lignes, donc mon intention pédagogique. Maintenant, je vais passer à à l'autre, merci beaucoup, à la définition, ou plutôt les définitions. L'une des principales difficultés qui entoure ce débat, et je dirais même qu'il le pollue, parce que le débat est parfois très violent. Il a été très violent sur l'appropriation culturelle, autant ici chez nous au Québec qu'ailleurs. On le voit aussi aux États-Unis, on le voit en France. On l'a vu en France, le débat sur l'appropriation culturelle qui a été porté par tout le mouvement, par exemple, des indigènes de la République. Aux États-Unis, par le mouvement des Black Lives Matter, et ici par tout le mouvement de Québec inclusif qui s'est beaucoup transformé et qui a pris d'autres noms et d'autres couleurs. Donc, l'une des difficultés, c'est que tous ces courants-là ne s'entendent pas, que l'on soit pour ou contre, ne s'entendent pas sur une définition commune de l'appropriation culturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais vous présenter des définitions et une gradation, parce que plus on élargit, plus on élargit la définition, plus l'appropriation culturelle regroupe et englobe quelque chose de très large. Ce qui explique pourquoi on ne peut pas s'entendre, puisque plus ça devient large, plus on perd des joueurs et plus il y a des gens qui disent « je suis d'accord, mais là, vous avez peut-être une définition trop large pour moi ». Et c'est correct aussi, et c'est légitime aussi.
Donc, la définition la plus spécifique, la plus pointue, et il y a des gens des Caraïbes qui nous entendent, des gens peut-être d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord, et des personnes issues de la diversité ethnique et des afrodescendants, par exemple, qui vivent au Canada. Tout le monde s'entend pour dire que l'appropriation culturelle, dans sa forme la plus inacceptable, c'est l'exploitation des richesses d'un groupe dominé par un groupe dominant. On pense par exemple à l'exploitation des matières premières en Afrique et ailleurs par les empires coloniaux. Donc ça, c'est une définition, je dirais, consensuelle de l'appropriation culturelle et qui a été même, il y a même un cadre légal pour l'interdire. On pense par exemple à l'exploitation des richesses, par exemple des œuvres d'art qui ont été spoliées littéralement par les empires coloniaux. Je pense à l'Empire britannique qui se retrouve dans des musées et dont des pays d'Afrique demandent aujourd'hui la restitution. Ça, c'est une définition de l'appropriation culturelle. Donc, exploitation des richesses, les matières premières, le pétrole, le gaz, etc., mais aussi le vol littéralement d'œuvres d'art. Ensuite, il y a un deuxième niveau d'interprétation, une deuxième définition qui englobe bien entendu la première aussi, c'est l'usage dénigrant d'éléments culturels. Par exemple, quand on utilise une tenue vestimentaire qui est une tenue traditionnelle et qu'on l'utilise par exemple pour se déguiser, un usage dénigrant ou pour se moquer. C'est par exemple le cas des coiffes autochtones qu'il y a des personnes qui utilisent comme déguisement durant le carnaval ou l'Halloween. En France, les personnes qui vont mettre des babouches et des djellabas et des turbans, et parfois qui vont se déguiser en indien, en fakir, alors que finalement ils portent aussi une djellaba. Donc ils mélangent un petit peu, pour eux finalement, une tenue traditionnelle typique devient une espèce d'objet un peu caricatural avec lequel on se déguise. Donc, c'est un usage dénigrant, on dénigre. Certaines personnes disent non. Moi, quand je m'habille en djellaba ou en sari ou en boubou, je ne dénigre pas. Je porte une tenue qui m'a été donnée en cadeau par un ami et pour moi, je lui fais honneur. Ce à quoi répondent ceux qui critiquent l'usage des migrants, oui, porte-la, mais pas pendant le carnaval. Si tu la portes pendant le carnaval, tu caricatures, tu en fais un déguisement. Mais si tu la portes à un autre moment de l'année, ben, c'est plus un déguisement, tu fais honneur à un cadeau qui t'a été offert par un ami. L'autre définition qui est un peu plus large, c'est un usage commercial et mercantile d'éléments culturels empruntés à un groupe ou à une communauté ou à une autre société. Un usage, par exemple, les fameuses campagnes Benetton. La compagnie Benetton qui fait des vêtements utilisait par exemple des personnes de toutes les couleurs, puisque c'est l'image de marque de la compagnie Benetton, c'est les couleurs, hein, le fameux vert, bleu turquoise, les fameuses couleurs Benetton, mais on utilisait beaucoup des personnes issues des afrodescendants par exemple, et des personnes originaires d'Asie, et Benetton s'est beaucoup fait reprocher dans ses campagnes publicitaires de faire un usage mercantile et commercial. On utilise l'altérité, la diversité ethnique et religieuse pour vendre finalement des vêtements Benetton. Ce n'est pas du tout une posture humaniste et d'ouverture, mais c'est finalement du commerce. Comme on reproche aujourd'hui par exemple, à des vendeurs de poupées ou à des vendeurs de vêtements d'utiliser le foulard islamique, non pas pour prôner le respect de l'altérité, mais parce qu'ils savent que c'est un segment de marché et que pour vendre au Moyen-Orient et au Maghreb, ben, ça vaut la peine de mettre une femme voilée. Donc, usage commercial et mercantile d'éléments culturels. Un autre niveau, ou une autre définition encore plus large, c'est l'emprunt de pratiques et de symboles culturels associés à un peuple considéré comme dominé par des personnes issues d'un groupe considéré comme dominant. Par exemple, les fameux dreadlocks.
les personnes qui portent les tresses dites africaines, les tresses africaines, mais qui sont portées aussi par toutes les personnes afrodescendantes. Donc, quand une personne blanche ou qui n'appartient pas à une communauté afrodescendante ou africaine portait des dreadlocks. Et là, ça commence déjà à poser problème. Parce qu'il y a des personnes qui disent, ben non, moi, quand je porte des tresses dites africaines ou afrodescendantes, je les porte, j'ai le droit parce que je trouve ça beau, parce que ça me plaît, parce que et en plus, c'est une façon de rendre hommage. On parle notamment des artistes qui ont porté des dreadlocks. Et les opposants à cette forme dite d'appropriation culturelle, donc l'empreinte de symboles culturels associés un peu considérés comme dominants, répondent non, non, parce que pendant des années, ces dreadlocks ont été associés à quelque chose de négatif. On les associe à des gens qui n'étaient pas très propres, qui ne correspondaient pas aux critères de la beauté. Et vous n'avez pas aujourd'hui à les emprunter et en faire une mode, alors que pour nous, ce n'est pas une mode, c'est quelque chose qui fait partie de nos traditions et de notre culture. Donc déjà, on est au niveau 4 et déjà, ça commence à poser problème. Il y a on a eu, par exemple, toute une crise quand certains restaurants, tenus par des personnes qui n'étaient pas d'origine asiatique, servaient, ça pouvait être des sushis, ça pouvait être des plats coréens. Donc, il y a eu des gens qui ont manifesté en disant c'est de l'appropriation culturelle, vous faites de l'argent en empruntant des plats et on fait de l'argent avec des plats qui ne nous appartiennent pas. Ça devrait être des Coréens qui gagnent leur vie en faisant des plats coréens. Là, ça commence déjà à être controversé parce que l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire pour les tenants de cette conception de l'appropriation culturelle, par exemple, quand des personnes blanches disent ben, pourquoi vous défrisez les cheveux, les personnes afrodescendantes vont dire, ou les maghrébins qui ont les cheveux frisés comme moi, vont dire oui, mais nous, on se défrisait les cheveux parce que le défrisage, parce qu'on avait une vision, une conception négative de nous-mêmes à cause du colonialisme qui nous a fait croire que notre culture n'était pas intéressante, n'était pas valable. Et nous, ce n'était pas, pour nous, ce n'était pas une mode. C'était au contraire la preuve que notre culture était sous-estimée et qu'on était obligé de se défriser les cheveux ou de se teindre en blond pour être accepté et apprécié. Donc, quand nous, on se défrise les cheveux, ce n'est pas de l'appropriation culturelle. Alors que quand vous mettez des dreadlocks, enfin des tresses africaines ou vous portez nos tenues, ça n'a rien à voir, vous n'avez pas été dominé. Donc, et les différents courants de pensée ne s'entendent pas là-dessus. Il y en a qui disent non, c'est pas vrai. Il y a des personnes qui ne se sont jamais défrisées les cheveux parce qu'elles ont toujours accepté leurs cheveux ou leur couleur de cheveux ou leur forme. Donc déjà, la chicane pogne. La chicane pogne pour les personnes qui ne sont pas québécoises, ça veut dire que c'est la foire d'empoigne en quelque sorte. Okay? Déjà autour de cette conception-là de l'appropriation culturelle. Ensuite, on élargit encore et on passe à une autre définition plus large et plus controversée. On définit l'appropriation culturelle comme une expression culturelle non représentative de la réalité. Non représentative de la réalité. Par exemple, un film sur l'esclavage ou sur l'Holocauste ou sur les autochtones d'Amérique du Nord, et qui raconte cette histoire-là, même avec beaucoup de bienveillance et avec une volonté de sensibiliser, mais qui est considérée comme non représentative de la réalité historique par les personnes qui ont vécu cette histoire. Donc, elle n'est pas représentative pour eux, donc c'est de l'appropriation culturelle. C'est-à-dire, vous vous appropriez notre histoire, vous la racontez à notre place, et en plus, vous ne la racontez pas comme elle s'est produite. Vous prenez des libertés avec la réalité historique. Et on ajoute encore un cran, une autre définition encore plus large, l'expression culturelle non validée par les membres du groupe.
C'est-à-dire, c'est ce qui est arrivé ici au Québec avec les pièces Slav et Kanaka, dont je parlerai tout à l'heure, où des pièces de théâtre ont été annulées parce que des membres des groupes concernés ont dit non, 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 on n'a pas validé. Ces pièces-là parlent de nous, de notre histoire, donc l'histoire de l'esclavage et l'histoire des autochtones, et on ne l'a pas validée. On n'a pas validé, non seulement on considère qu'elle n'est pas représentative, c'est-à-dire que notre conception à nous de notre histoire, elle est pas prise, on ne se reconnaît pas, mais en plus, on ne l'a pas validée. C'est-à-dire des membres de notre communauté auraient dû valider. D'accord? Donc, vous voyez que plus on avance, plus la définition est contraignante et plus elle est susceptible d'être controversée et de faire l'objet d'un débat. Et c'est correct. Donc, on n'est pas du tout dans une vision simpliste et manichéenne de êtes-vous pour ou contre l'appropriation culturelle. On est dans un débat légitime, pertinent, où des conceptions très différentes et divergentes de l'appropriation culturelle, ou des conceptions très larges et contraignantes et des conceptions moins larges et moins contraignantes s'opposent et débattent entre elles. Et il faut que ce débat se fasse. Tout simplement. Donc, voilà l'une des grandes difficultés qui explique les tensions, la polarisation, mais aussi parfois la violence et parfois aussi toute l'émotion qui entoure ce débat. C'est parce qu'on ne parle pas tous de la même chose. Exception faite de la première définition, exploitation des richesses, à moins d'être un colonialiste fini et un esclavagiste fini, on peut quand même s'entendre pour dire qu'un pays n'a pas le droit d'aller s'approprier sauvagement les richesses de l'autre. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut passer à la prochaine, s'il vous plaît. Maintenant, les fondements. Sur quoi ça se fonde? Pourquoi est-ce qu'on parle d'appropriation culturelle et quels sont les fondements, c'est-à-dire les raisons, les facteurs qui peuvent justifier que des groupes, des individus et des groupes se mobilisent pour dénoncer l'appropriation culturelle et pour la contrer. Donc, le premier fondement, c'est un fondement politique. Fondement politique, c'est-à-dire, ce sont des thèses anticolonialistes et antiracistes. Des personnes, des groupes qui disent, ben, écoutez, l'appropriation culturelle, ce n'est pas acceptable. Parce qu'en faisant de l'appropriation culturelle, on reproduit les schémas coloniaux et racistes. Quand on fait, par exemple, un blackface, on se peint le visage en noir pour jouer le rôle d'une personne afrodescendante, eh bien, on reproduit les clichés racistes. Quand on montre dans un film des personnes, des Arabes, par exemple, ça se faisait beaucoup dans le cinéma des années 50 et 60, quand on voyait des Arabes ils parlaient une langue qui était un peu du charabia. On ne se donnait pas la peine, le réalisateur ne se donnait pas la peine de prendre des gens qui parlent cette langue-là et de choisir des figurants qui parlent vraiment la langue. On entendait un brouhaha derrière. Donc, c'était des clichés colonialistes au cinéma. Donc, ça, c'est le premier fondement. Le deuxième fondement, il est économique. Quand on dit n'utilisez pas des tenues vestimentaires pour les vendre à l'Halloween comme déguisement, ou que Benetton n'utilise pas l'image de la femme avec un hijab ou l'image d'une personne afrodescendante pour vendre son linge, c'est une posture anticapitaliste et anti-impérialiste. C'est-à-dire, au nom de la lutte contre le racisme et du respect de la différence, ne vous cachez pas derrière l'argument antiraciste et l'argument interculturel ou l'argument du respect de l'autre pour vendre des objets et pour faire du commerce. Ça, c'est l'argument économique. Et il y a le troisième argument, c'est l'argument qui est juridique, la justice réparatrice. Et lui, on est dans la définition la plus large, la définition qui est controversée, c'est-à-dire, si vous voulez faire des films sur le racisme, l'esclavagisme, les autochtones, le colonialisme, eh bien, vous devez, si vous n'êtes pas issu d'un groupe ou un descendant du groupe qui a vécu ces réalités-là et ces drames-là ou ces tragédies-là, eh bien, vous devez payer.
vous devez payer, c'est-à-dire vous devez réparer. Vous devez embaucher des personnes issues de ce groupe comme acteurs, comme réalisateurs, comme experts conseils. Et en plus, vous ne devez pas faire un profit là-dessus, vous devez partager votre profit avec les groupes concernés ou leurs descendants. Vous voyez que ça commence déjà à être sujet à discussion et à débat. Donc, voilà où les fondements. Donc, fondement politique, fondement économique, fondement juridique. Et plus on se rapproche d'une définition très, très large et controversée, plus on invoque le fondement juridique. Quand il y a eu une pièce de théâtre sur l'esclavage qui a été annulée, ce que certains membres de représentants du groupe Black Lives Matter au Canada a demandé et au Québec, si vous faites cette pièce, il faudrait que vous versiez une partie des recettes au groupe Black Lives Matter parce que le groupe Black Lives Matter est un peu le représentant et ce sont les porteurs de ces revendications. Ça faisait partie des revendications qui étaient faites dans la première lettre qui dénonçait, la première déclaration qui dénonçait cette pièce-là. Donc, je vais passer maintenant à la troisième, à l'autre. Voilà, merci. Les limites maintenant. On a parlé de la définition ou des définitions, de la définition la plus consensuelle aux définitions les plus controversées ou qui font l'objet d'un débat ou d'un désaccord. Maintenant, je vais parler des limites. Les limites, c'est-à-dire quelles sont, quand on veut pratiquer ou quand on se retrouve dans une situation où on doit tenir compte des mises en garde ou des revendications des personnes ou des groupes qui disent ne faites pas d'appropriation culturelle, à quoi on fait face? Admettons si on veut faire un film, une pièce de théâtre, parler, discuter d'un livre, élaborer un cours d'histoire, écrire un roman, d'accord, faire un documentaire. On se dit, bon, ben, on a toutes ces définitions de l'appropriation culturelle et pourquoi ça peut être difficile pour nous de travailler et de faire cette œuvre, même quand on est bien intentionné, qu'on n'a pas du tout envie de faire quelque chose de raciste, de xénophobe, de caricatural, de dénigrant. Ben, on se heurte d'abord à une conception très large et très vague de la notion d'élément culturel. Qu'est-ce qu'un élément culturel? Quand on dit ben, on n'a pas le droit de voler le pétrole et le gaz et les matières premières des pays qu'on a colonisés, c'est assez clair. L'élément culturel, c'est un produit, c'est une matière première, c'est une richesse dont on prive une communauté et un pays pour pouvoir l'utiliser ou on le sous-paye. On achète les matières premières pour une bouchée de pain et on la travaille, on la raffine et on en fait des objets qui sont vendus très cher. Et les personnes, où on le fait encore aujourd'hui, en utilisant la main-d'œuvre des enfants au Pakistan ou ailleurs pour faire des vêtements qui sont revendus beaucoup plus cher dans les centres commerciaux. Donc ça, c'est assez simple, assez clair. Mais quand on dit un élément culturel, c'est par exemple des faits historiques. L'esclavage, la colonisation ne peut faire un film ou une pièce de théâtre ou écrire un livre sur l'esclavage ou le colonialisme qu'une personne qui est elle-même, qui a subi ou qui est descendante de personnes ayant subi cet épisode, cette tragédie de l'histoire. Je ne dis pas épisode parce que quand même, on ne peut pas parler d'épisode quand on parle de colonisation ou d'esclavage. Donc, les faits historiques, mais ça peut inclure même un élément culturel. Donc déjà, c'est contestable. Enfin, ça peut être contesté. À qui appartient l'histoire? Est-ce que la colonisation, l'esclavage, l'Holocauste, est-ce que ça fait partie de l'histoire de l'humanité? Et toute personne qui se sent investie de la mission de ne pas oublier serait autorisée à faire un film, un documentaire ou un livre, ou donner un cours, parce qu'on en est aussi là. Donner un cours et en disant, moi, comme humain, comme membre de cette humanité, je décide que plus jamais le colonialisme, l'esclavage, et quelle que soit mon origine, même si je suis suédois, je considère qu'il est de mon devoir, pas en tant qu'afro-descendant ou ex-colonisé, mais en tant que
membre de cette communauté des humains, il est de mon devoir de faire des films et des livres dessus pour ne pas oublier. D'accord? Ce à quoi répondent les tenants d'une conception plus restrictive, non. Tu n'as pas, ou si tu le fais, tu dois faire valider par des membres du groupe concerné, parce que tu ne peux pas parler de ce que tu ne sais pas et de ce que tu n'as pas vécu. Donc, un élément culturel, ça peut être pour certaines personnes un fait historique. Et ça peut même aller beaucoup plus loin. Ça peut être des pratiques culturelles, vestimentaires, culinaires, sportives. Bon. Mais ça peut être aussi les souffrances et les sensibilités. Là, vous voyez comment on élargit le spectre. Et comme on peut comprendre qu'il y a des gens qui ont envie d'en débattre. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'ils nient les souffrances, mais ils disent juste, est-ce que quand vous parlez de souffrance et vous en faites un élément culturel qui ne doit pas être approprié, est-ce que vous n'allez pas un peu loin? Est-ce qu'on peut en discuter? D'accord? Et est-ce que vous pourriez me convaincre aussi pourquoi est-ce que les souffrances aussi doivent entrer dans la catégorie des éléments culturels qui ne doivent pas faire l'objet d'une appropriation? Donc, les souffrances. Par exemple, bon, ben, si vous faites un film sur l'Holocauste et que vous n'êtes pas juif ou descendant de personnes qui ont été déportées, eh bien, vous ne pouvez pas comprendre cette souffrance. Et si vous faites un film sur les souffrances dans les camps de concentration, vous faites de l'appropriation culturelle, vous vous appropriez des souffrances que vous n'avez pas vécues et que vos ancêtres n'ont pas vécues. Moi, je ne dis pas c'est bon, c'est pas bon. C'est pas mon rôle. Moi, je suis pas ici pour vous donner la bonne réponse. Je suis ici pour donner une légitimité au questionnement qui est légitime. Ce qui n'est pas légitime, ce sont les propos racistes, colonialistes, homophobes, transphobes, etc. Mais les questions, poser la question sur qu'est-ce qu'un élément culturel, il n'y a rien de raciste, il n'y a rien de transphobe, il n'y a rien de méchant là-dedans. Parce que ça, ce que je dis sur l'appropriation culturelle, ça s'applique aussi aux minorités sexuelles. Vous avez entendu parler de l'histoire de l'actrice qui a dû renoncer à jouer un rôle de trans. Bonjour, Santa Catarina. Donc, qui a dû renoncer parce que les groupes de défense et de lutte contre la transphobie ont dit non, elle ne peut pas jouer le rôle d'une transphobe, il faudrait donner le rôle à une transgenre, pardon, excusez-moi, une transgenre, il faudrait donner le rôle à une personne, à un acteur ou une actrice transgenre, ou non-binaire, donc quelqu'un qui n'est pas dans la binarité. Donc, l'appropriation culturelle ne s'applique plus aujourd'hui dans le débat public uniquement aux afrodescendants, aux minorités ethniques, mais elle s'applique aussi aux minorités sexuelles et aux personnes qui vivent avec une situation, une condition physique ou mentale particulière. Ce qu'on appelle la neurodivergence, c'est-à-dire ne donnez pas des rôles, par exemple, de personnes avec une condition mentale spécifique, par exemple schizophrène, essayez d'engager plutôt un comédien ou une comédienne qui est schizophrène. Vous voyez, ça peut aller jusque-là. La deuxième limite, c'est la tension entre particularisme et universalisme. Quand on parle de personnes afrodescendantes et blanches, des personnes qui font partie d'un ex-empire colonial et des personnes qui font partie d'un ex-empire colonisé, un ex-pays colonisé, c'est assez clair la ligne entre eux. Mais aujourd'hui, à qui appartient l'histoire, la mémoire? Qui en sont les dépositaires? Est-ce que c'est le patrimoine de l'humanité ou un legs aux descendants directs? Une tension entre droits des minorités et liberté des artistes, c'est-à-dire les droits des minorités, le droit des minorités de ne pas être reproduites ou représentées de manière dénigrante, caricaturale. Il existe, mais la liberté des artistes aussi existe, de prendre des libertés avec la réalité. Et il faut concilier ces deux, sans en sacrifier un. Une frontière floue entre dominant-dominé, ça c'est un élément très important. Une frontière floue entre dominant-dominé. Certains groupes appartiennent aux deux catégories. Je donne toujours l'exemple des Turcs. Les Turcs aujourd'hui, admettons qu'une personne turque veuille faire un film sur les discriminations dont sont victimes les Turcs en Allemagne ou ailleurs en Europe. Mais en même temps, les Turcs font partie de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman a été un empire colonial. Ils ont colonisé la Tunisie, l'Algérie, ils sont allés même jusqu'à une partie, ils sont allés jusqu'en Hongrie. Donc, quand on dit que l'appropriation culturelle ne peut pas être faite par un groupe qui a été dominant,
mais elle peut l'être par un groupe qui a été dominé. Ben, les Turcs appartiennent aux deux mondes. Ils ont été successivement dominants et dominés. Ils ont provoqué le génocide arménien qu'ils n'ont jamais reconnu. Donc, les Turcs ne devraient pas faire d'appropriation culturelle, mais en même temps, les Turcs sont aujourd'hui victimes de racisme et de discrimination dans des pays en Europe. Donc, c'est pas simple. Donc, la frontière en dominant-dominé. Donc, si le postulat, c'est qu'un dominant ou quelqu'un qui fait partie d'un groupe dominant n'a pas le droit de faire de l'appropriation culturelle et de parler des souffrances, ben, ça exclut automatiquement les Turcs. Une transposition difficile dans un contexte pluraliste et métissé. C'est plus facile, c'est plus simple en tout cas, de tracer la frontière dans un contexte, par exemple, français, où beaucoup de personnes, d'immigrants par exemple, font partie des anciennes colonies. Donc, quand on parle de la France et de ces conflits avec ces minorités, on parle beaucoup des personnes qui viennent par exemple d'ex-Indochine, des Vietnamiens, des Cambodgiens, donc un empire, donc les colonies, des Maghrébins, des Subsahariens. Donc, on est dans un contexte où, même si les colonies n'existent plus, encore que, il y a encore les dom-toms, donc les départements d'outre-mer, et cette tension-là entre la métropole et ces dom-toms. Mais quand on essaie de, c'est plus simple aussi quand on parle des États-Unis où la question raciale, elle est partie intégrante de tout le débat sur la diversité. On ne peut pas parler de rapport à l'altérité aux États-Unis. La question raciale, sans que la question raciale soit centrale. Elle l'a été, il y a eu l'esclavage, elle l'a été avec la lutte pour les droits civiques, elle l'est encore aujourd'hui. L'affaire George Floyd date de août 2020, donc c'est encore une question centrale et c'est assez clair. Par contre, quand on vient dans un pays comme le Canada, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une telle mixité qu'il y a des gens, effectivement, on parle des Autochtones, par exemple, les Autochtones, c'est clair, les Autochtones sont encore aux prises avec une loi raciste et colonialiste, la loi sur les Indiens, qui les traite en êtres mineurs, qui ne sont pas émancipés. Par contre, quand on commence à ajouter d'autres groupes qui sont arrivés plus tard, les lignes se brouillent. Ça devient plus compliqué de savoir qui a colonisé qui. Est-ce que le Québec, en 1865, quand l'Algérie était colonisée par la France, est-ce que les francophones du Québec étaient dans une posture dominante? Ils étaient à l'époque dans une posture de dominer. Donc, vous voyez, les lignes se brouillent et ça devient plus difficile d'avoir un débat serein en sachant qui est clairement dominant, qui est clairement dominé, qui l'est encore aujourd'hui, qui l'a déjà été, mais qui ne l'est pas aujourd'hui, mais qui est encore dominé dans le sens où le colonialisme a pris fin, mais les pratiques néocolonialistes se poursuivent et continuent, qui se glisse un peu, qui est un peu en même temps dominant, dominé dans l'histoire, mais qui se glisse dans les rangs des dominés. Donc, ça devient beaucoup, beaucoup plus complexe. Et on peut en parler sereinement. On n'est pas obligé de dire, vous êtes un imposteur, vous faites la file, vous êtes Obélix, vous voulez de la potion magique et vous n'y avez pas droit. Non, non, personne n'est imposteur là-dedans. Mais si on ne comprend pas de quoi on parle, ben c'est sûr qu'on va faire la file dans la mauvaise file, où on n'a pas notre place. Voilà pourquoi le seul fait de défaire tout ça, de comprendre qu'il y a plusieurs définitions et de comprendre qu'il y a des angles morts et qu'il y a des frontières qui ne sont pas claires, en soi, on avance déjà dans le débat et on met un peu de sérénité dans le débat. C'est un peu comme quand on veut faire le ménage à la maison. Okay? Au début, on voit c'est un tel désordre, on a juste envie de fermer la porte et de se sauver et de louer une chambre à l'hôtel. Mais quand on se retrousse les manches et qu'on commence à faire le ménage, plus les tiroirs sont en ordre, plus on a l'impression qu'on va retrouver ses chaussettes quand on les cherche, sa chemise, on va retrouver les bonnes choses au bon endroit. On ne jette personne, on ne jette rien. On jette uniquement ce qui est troué, déchiré. Mais le reste, on met chaque chose à sa place. C'est exactement pareil dans un débat public. Faisons le ménage d'abord et ensuite on va convoquer les bons concepts, les bons épisodes de l'histoire, on va mettre les bons protagonistes et les bons antagonistes. Si tout le monde se bouscule au portillon, c'est la cacophonie et c'est la polarisation qu'on déplore aujourd'hui.
Donc, l'autre, la frontière floue, une transposition difficile dans un contexte pluraliste et métissé. La France n'est pas, et les États-Unis ou la Belgique, qui est aussi un empire colonial, ou l'Espagne. Je veux dire, un Espagnol qui vit au Canada peut être victime de racisme à cause de son accent, un latino-américain, mais s'il est descendant de colons espagnols, il est en même temps dominé et potentiellement victime de racisme à cause de son accent ou de son origine ethnique en tant qu'immigrant, mais il est en même temps dominant parce qu'il est descendant de colons espagnols. D'autres ont été métissés, ils participent au deux mondes. Ils sont un peu autochtones et ils sont un peu espagnols ou portugais. Donc, c'est pas simple. Le cas particulier des autochtones, qui, eux, sont un cas beaucoup plus… La question autochtone est beaucoup plus simple. C'est un peuple qui a été colonisé, acculturé, qui a été victime de traitements cruels dans les pensionnats. Ce n'est pas fini, c'est encore actuel, ce n'est pas une vieille histoire qu'on déterre. Et en plus, ils sont encore colonisés puisqu'ils n'ont pas obtenu leur indépendance. Ils l'obtiendront peut-être jamais. Il y a encore une loi sur les Indiens. Pas de distinction entre effet et intention. Une des difficultés dans l'appropriation culturelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, un réalisateur, par exemple, qui veut faire un film avec toutes les bonnes intentions du monde, ou un enseignant, une enseignante qui veut aborder certains sujets dans sa classe, est rempli de bonnes intentions et chez les tenants peut-être les plus radicaux de l'appropriation culturelle zéro, tolérance zéro à l'appropriation culturelle, même cette personne-là ne trouve pas grâce à leurs yeux. C'est-à-dire qu'elle va être traitée de la même façon que quelqu'un qui a une intention malveillante ou une intention caricaturale et dénigrante. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Après les limites, donc la prochaine, s'il vous plaît. Le cas de Slav et Kanata, je vais passer rapidement pour laisser du temps pour les questions. En fait, pour ceux et celles qui ne vivent pas au Québec et au Canada, pour faire une histoire très courte, deux pièces de théâtre, Slav et Kanata, Slav porté sur l'histoire de l'esclavage et Kanata sur une partie, une des nombreuses tragédies qui a marqué l'histoire des Autochtones au Canada, les pensionnats. La pièce Slav a été réalisée, montée et scénarisée par une femme d'origine serbe, une franco-québécoise d'origine serbe, et Robert Lepage, qui est un dramaturge, un homme de théâtre québécois. Et Kanata a été réalisé par Ariane Mouchkine, une femme de théâtre française, le Théâtre du Soleil. Je sais que les gens qui viennent de France ou de Guadeloupe connaissent, ou Martinique. Donc, Ariane Mouchkine, qui est connue pour faire du théâtre qui se définit elle-même comme une communiste, qui fait du théâtre qui n'est pas du théâtre mainstream, qui n'est pas du théâtre traditionnel. Et finalement, il y a eu une grosse crise parce que les deux se sont fait reprocher de faire de l'appropriation culturelle, de ne pas avoir fait jouer. Dans Slav, il y avait sur les 4 ou 5 choristes, il y en avait 2 qui étaient afrodescendantes. Et dans Kanata, Ariane Mouchkine a fait jouer sa propre troupe qui est très métissée. Elle fait jouer même des sans-papiers. Mais les militants ont considéré que c'était de l'appropriation culturelle et les pièces ont été annulées. Et les bailleurs de fonds, c'est-à-dire les organismes, les grands organismes qui subventionnent, canadiens et québécois, qui subventionnent le théâtre, le cinéma, les arts en général, ont pris la décision, dans la foulée de cette crise et de cette controverse, de ne plus de financer à certaines conditions, dès qu'il est question de diversité sexuelle, de genre, ethnique, religieuse, de financer à condition que des personnes issues du groupe, qui est représenté dans la pièce ou le film ou le livre ou l'œuvre, soient embauchées et que le scénario ou le texte soit validé par des personnes issues du groupe, avec toutes les difficultés que ça suppose. D'abord, il y a une confusion des enjeux, parce que quand il y a eu cette crise, la première critique qui a été formulée, c'est vous n'avez embauché que 2 personnes, entre guillemets, noires, afrodescendantes, et les autres ont joué des rôles d'esclaves, parce que la pièce portait aussi sur
des épisodes d'esclavage moins importants que l'esclavage, que la traite négrière, des épisodes de personnes qui arrivaient d'Irlande, par exemple. Donc, il y avait des Irlandaises qui avaient été un peu réduites en esclavage. Donc, il y avait un enjeu de représentation. Il n'y avait pas assez de personnes afrodescendantes qui étaient représentées. Il y avait un enjeu de réparation. Il y a des groupes qui ont dit, ben non, cette pièce-là ne peut pas, l'argent généré par cette pièce ne peut pas ne pas bénéficier aussi à des personnes issues des groupes concernés, donc les afrodescendants pour slaves et les autochtones pour Kanata. Il y avait un enjeu de légitimité. Qui est légitime pour parler de quoi? On y revient. À qui appartiennent les épisodes tragiques de l'histoire? Et qui est légitime pour en parler? Tout le monde? Ou seulement des personnes qui obéissent à certains critères? Et quels critères? Qui est légitime? Qui est légitime pour valider? Si vous dites vous devez faire valider cette pièce par un membre de la communauté, qui est légitime pour parler au nom de tous les Noirs, au nom de tous les Arabes, au nom de tous les transsexuels, au nom de toutes les personnes aux prises avec des besoins particuliers et avec une condition de santé mentale? Qui est légitime pour valider et pour parler au nom de tout un groupe, sachant que la diversité est interne aussi au groupe? Tous les musulmans ne pensent pas pareil, tous les afrodescendants ne pensent pas pareil, toutes les personnes atteintes de trisomie n'ont pas la même conception, ne vivent pas de la même façon, etc. Donc, un enjeu de liberté aussi. L'artiste a-t-il un devoir de vérité? L'artiste cherche sa vérité et pour trouver sa vérité ou pour poursuivre sa quête de vérité, il emprunte parfois des chemins de traverse. Les chemins de traverse, ça peut signifier que parfois, il prend des libertés, des libertés, des détours. Ça veut dire qu'il n'a pas un devoir de vérité au sens où l'aurait l'historien, par exemple. D'accord? Et même les historiens ne s'entendent pas, les mêmes épisodes de l'histoire ne sont pas racontés de la même façon par tous les historiens et ça génère des débats, ça provoque des débats très intéressants et très fertiles entre historiens eux-mêmes. Donc, vous voyez, on se retrouve avec une pièce de théâtre qui est annulée alors que les enjeux n'ont pas été posés clairement, ni les définitions, ni les enjeux. Chacun de ces enjeux était important et devait faire l'objet d'un débat en soi. La représentativité, parce qu'effectivement, on a un problème de représentativité dans le milieu artistique. Les minorités ethniques, sexuelles et autres ne sont pas suffisamment représentées. On a un enjeu de réparation historique avec les autochtones en particulier. On a un enjeu, et avec certains afrodescendants, parce que l'esclavage a été pratiqué au Québec et au Canada, dans une proportion moindre qu'aux États-Unis, mais il a été pratiqué. Donc, il y a un enjeu de réparation, il y a un enjeu de légitimité. OK, on va valider, mais qui est légitime? On a eu même des personnes issues des minorités qui ont dit non, 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 je ne veux pas qu'un leader autoproclamé aille valider en mon nom. Et on a un enjeu de liberté. Les artistes ont dit, bon, on n'est pas des historiens, nous on a une liberté, la liberté de transgresser aussi. Donc, tous ces enjeux sont importants. Malheureusement, ils ont été traités pêle-mêle et finalement, ça s'est terminé un peu dans l'acrimonie. Parce qu'aujourd'hui, la question de l'appropriation culturelle entraîne des crises et des débats polarisés. Aller sur les réseaux sociaux et ce n'est pas très joli. Donc, c'est polarisé. La confusion des rôles. On a confondu le rôle de l'État. L'État a le devoir de légiférer, d'adopter des lois pour corriger les discriminations. Et il a le rôle aussi de développer des mesures réparatrices pour corriger les injustices historiques. C'est des réparations monétaires, c'est des réparations sous une autre forme, mais la justice réparatrice, c'est le rôle de l'État. C'est l'État qui doit corriger les discriminations présentes et adopter des lois et des mesures, mais il doit aussi penser et articuler des mesures réparatrices pour corriger les injustices du passé et du présent. Quand on parle des autochtones, on n'a pas fini de penser et de concrétiser la réparation des préjudices subis par les peuples autochtones. Je parle des autochtones parce que pour moi, c'est important de dissocier parce que c'est un enjeu en soi, la question autochtone au Québec et au Canada, pour toutes les raisons que j'ai invoquées tout à l'heure, à savoir que c'était les premiers peuples et qu'ils n'ont pas encore obtenu justice.
Et on ne peut pas les comparer à des immigrants de première, deuxième, troisième, quatrième génération qui vivent des discriminations importantes, mais qu'on ne peut pas du tout mettre sur le même pied parce que ce serait inéquitable que celles vécues par les autochtones. La confusion des rôles, donc le rôle de l'État qui doit corriger les discriminations, le rôle de l'artiste qui doit transposer et proposer sa perception, son regard subjectif. L'artiste ne peut pas être lié par les mêmes exigences et les mêmes rôles et les mêmes responsabilités que l'État. Et il y a une confusion donc des enjeux, une confusion des rôles et une confusion des genres. On ne peut pas appliquer la grille de l'appropriation culturelle dans sa forme la plus radicale à une fiction comme on va l'appliquer à un documentaire ou à un reportage. Le reportage doit quand même rendre compte d'une réalité. Quand un reportage est biaisé, quand on regarde à la télé, on dit ben oui, vous avez juste interviewé ceux qui pensent comme vous et vous n'avez pas donné un point de vue aux autres points de vue. C'est un reportage, le journaliste, la rigueur journalistique veut que, surtout quand un sujet est controversé, on fasse un reportage et on montre les différents points de vue. Le documentaire, déjà, le devoir de vérité est moins important parce qu'un documentaire, c'est le regard d'un documentariste, un regard subjectif sur une réalité. Et il a même le droit d'avoir un point de vue, d'accord, et de le défendre. Il n'y a pas le même devoir de vérité qu'un reportage ou qu'un historien. Et la fiction, alors la fiction, c'est tout est possible. On peut faire jouer un rôle de femme à un homme, un rôle d'homme à une femme. Dans la fiction, tout est possible. C'est le propre de la fiction, de prendre des libertés, de transgresser. Donc, il y a eu une confusion déjà. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Sortir de l'impasse, les rôles, vous voyez que c'est pas simple, que c'est un débat qui n'est pas fini, on doit continuer à le faire en faisant exactement ce qu'on fait aujourd'hui ensemble, c'est-à-dire prendre différentes ampoules et les allumer pour avoir plusieurs éclairages sur un même phénomène sans délégitimer personne, d'accord? Mais en disant, c'est normal qu'on s'attrape aux cheveux, on ne parle pas de la même chose, on ne comprend pas, on n'a pas tous la même définition et on n'a pas tous la même compréhension de l'enjeu et il y a plusieurs enjeux, c'est des poupées russes. Il faudrait prendre cette poupée, un enjeu, on découvre un autre enjeu, puis un autre enjeu, puis un autre enjeu. Si je reprends l'image du ménage tout à l'heure, si on mettait les définitions, si on les explicite, qu'on range les enjeux à leur place, on va peut-être commencer éventuellement par avoir quelque chose qui ressemble à un débat civilisé. Pas serein, parce que c'est difficile d'avoir un débat serein sur des choses qui font appel quand même à des souffrances. C'est normal. Il y a des convictions, il y a de l'idéologie, puis bon. Mais au moins un vrai débat. Sortir de l'impasse, rôle et responsabilité. Le rôle de l'État, c'est de déminer le terrain pour dissiper le brouillard conceptuel. Déminer le terrain, c'est-à-dire dire on comprend qu'il y a des discriminations, on comprend qu'il y a des souffrances, qu'il y a des injustices, on comprend qu'il y a des gens qui sont en colère, et ça peut être des gens de première ou deuxième ou troisième génération d'immigrants, ça peut être des minorités sexuelles qui commencent à sortir de la clandestinité et de la marginalité et qui ont des demandes, et on comprend tout ça, et on va prendre notre responsabilité comme État, et on va corriger ces discriminations. Responsabilité des militants, des médias et des décideurs culturels, respecter l'éthique du débat. Le débat sur l'appropriation culturelle ne fait que commencer, il n'est pas fini. Il est trop tôt pour prendre des décisions. Les décideurs culturels qui ont pris des décisions hâtives n'ont pas vu certains angles morts avec lesquels nous allons tous vivre dans quelques années, pour le meilleur et pour le pire. Donc, une éthique du débat et de la conversation, une analyse critique du concept d'appropriation culturelle, faire une analyse critique, ça ne veut pas dire invalider le concept. Ça veut juste dire faire une analyse critique. C'est-à-dire dire, ah, voilà ce que c'est, voilà ce que ce n'est pas. Voilà les angles morts, et voilà ce avec quoi je suis d'accord, voilà ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Et voilà les risques, et voilà les effets pervers. Et voilà aussi la légitimité et l'importance de ne pas faire d'appropriation culturelle. Un usage contextualisé et différencié de la grille anticoloniale et antiraciste. Distinguer les États-Unis du Canada et le Québec de la France. Le colonialisme, c'est mauvais. Le racisme, c'est mauvais. Et l'esclavage, c'est odieux, mais c'est abject. Mais quand on veut régler un problème, on doit le régler de manière contextualisée et différenciée.
la question de l'appropriation culturelle ne peut pas être abordée au Québec comme elle l'est en France. Ça ne veut pas dire que c'est moins grave. Ça veut juste dire que c'est différent. Différencier, ça ne veut pas dire « Oh, c'est pas grave, aux États-Unis, l'esclavage a été plus grave, alors qu'au Québec, au Canada. » Non, ça ne veut pas dire « c'est pas grave » ou « moins grave ». On n'est pas en train de hiérarchiser. On est en train de différencier. Chaque société doit aborder, traiter et régler, trouver des solutions contextualisées et différenciées. Différencier, ça veut dire qui tiennent compte du contexte en fonction de son histoire et de son présent et de ses véritables responsabilités et des préjudices qui ont été subis. Donc, usage différencié ne voulant pas dire hiérarchisé. J'insiste sur ça parce que quand on dit des fois le Québec n'est pas les États-Unis, il y a des gens qui pensent qu'on dit ça a été moins grave. Ou quand on dit différencier, ça veut dire le colonialisme envers les Autochtones au Québec et au Canada n'a rien à voir avec le colonialisme. Le Québec a un problème de colonialisme à régler et le Canada avec ses Autochtones. La France et la Grande-Bretagne et l'Empire colonial espagnol ont des problèmes à régler avec leurs anciens empires coloniaux. Quand le Québec règle ses conflits avec les Autochtones et sa question coloniale, elle la règle avec les Autochtones. Les autres ne doivent pas se greffer parce que ce n'est pas leur histoire et ce n'est pas leur contexte. Ça ne veut pas dire que les discriminations qu'ils vivent sont moins graves. Donc, quand je dis un usage contextualisé et différencié, c'est juste ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire « Oh, ben, c'est plus grave aux États-Unis, c'est plus grave en France, donc nous, au Canada, au Québec, on va bien. » Ça veut juste dire « Chez nous, c'est différent et on va trouver des solutions différenciées qui tiennent compte de notre contexte et de nos enjeux. » Je vous remercie de votre… je passe sur la conclusion, ce n'est pas important. Je préfère passer à la période de questions, s'il vous plaît. Merci. Oh. Merci beaucoup, Madame Asdous. C'est vraiment très, très intéressant et vous avez abordé des sujets, je dirais, d'actualité pour nos participants ici. Je pense qu'il y a des gens qui se sont bien sûr reconnus et qui, dans la réflexion, dans le cheminement que nos participants vivent cette semaine, je pense que ça arrive à point. Donc, merci beaucoup. Et sur un point de vue peut-être un peu plus humoristique, vous m'avez offert plein d'occasions, en tout cas de sujets de réflexion pour ma prochaine session de ménage à la maison et ma prochaine session de lessive. Donc, merci beaucoup pour ça. Alors, c'est ainsi que la période de discussion, de diffusion se termine. Alors, je vous invite, bien sûr, mesdames et messieurs de la maison, à nous revenir demain pour une autre conférence sur l'économie sociale, cette fois, qui sera animée par Étel Côté. Donc, merci beaucoup et à demain 11h pour la prochaine diffusion.